d'être à l'émission de ce matin. Il paraît que je dois avoir plus de sourire que ça. Toutes nos excuses. Hein. Finalement, ça me lasse moi-même de vous présenter les excuses pour les retards. Aujourd'hui, c'est pratiquement... c'est pas un retard, mais c'est une absence. Toutes nos excuses pour cette émission assez annoncée, mais qui finalement, heureusement, a lieu. Voilà. Bonjour les amis, comment vous allez? Mina, bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Éléonore, bonjour, comment vous allez? Je vais rejoindre Éléonore. Je dis bonjour à notre cher invité. Merci d'être avec nous, monsieur Kwebiake. Je vous retrouve dans un instant. Allez, tout de suite dans l'émission, on va commencer avec une rubrique qu'on appelle la petite histoire. C'est une rubrique qui fait, comme le nom le dit, la petite histoire d'objets, d'événements, de fêtes divers. Vous pourrez donner votre avis dessus et puis après, voilà, on va discuter, on va échanger. Et je me lève sans vous en informer. Je vais me lever, je vais rejoindre Éléonore au plateau de l'autre côté pour la petite histoire. Et la petite histoire de ce jour, Éléonore nous propose de nous parler de la petite histoire de la femme singe. On l'appelle la femme singe. Elle est... Bon, la tribu, ce n'est pas très élogieux pour elle. Mais n'empêche, il faut être distinguée dans un domaine donné. Et elle est distinguée dans le domaine de l'esthétique. C'est la femme qui est qualifiée comme la plus laide au monde. C'est la femme singe. Elle s'appelle Julia Pastrana, c'est cela. Aujourd'hui, donc, Éléonore nous fait la petite histoire de Julia Pastrana. Oui, Éléonore. Alors, Julia Pastrana, donc surnommée la femme singe ou la femme la plus laide du monde, elle était présentée donc au public à l'occasion d'exhibitions dégradantes connues en Amérique sous le thème de freak show. C'est comme dans un cirque, c'est ça? Voilà, c'est comme dans un cirque, voilà. Alors, elle est née en 1834 dans l'État de Sinaloa au Mexique. Elle souffrait d'une maladie génétique, l'hypertrichose terminale. Alors, l'hypertrichose, c'est le symptôme d'un dérèglement hormonal qui se manifeste chez l'homme ou chez la femme par une pilosité envahissante. Une pilosité, c'est-à-dire que la personne pousse des poils. Sa totalité, voilà. Donc, c'est sur une partie du corps ou la totalité du corps. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle avait? Alors, elle avait particulièrement l'hypertrichose plus terminale. Donc, cette forme-là, terminale, c'est une forme congénitale qui se traduit donc par la présence de gros poils. Donc, en plus d'avoir beaucoup de poils, ils sont gros. C'est-à-dire que ce n'est pas des poils fins, ce n'est pas des duvets. Voilà. Et elle a de gros poils totalement pigmentés qui lui recouvrent le corps entier. Pigmentés, c'est-à-dire des poils noirs. Voilà. Elle est à la base voilà, c'est une mexicaine, donc à la base mexicaine, oui. Voilà. Donc, ce symptôme-là de gros poils est accompagné souvent d'une autre maladie qu'on appelle hyperlapsie gingivale. Donc, elle a de grosses lèvres et de grosses gencives. On a des images d'elle? On a des images qui vont venir. Voilà. Donc, elle a de grosses lèvres et de grosses gencives. La voilà à l'écran. Oui. Et donc, en fait, il existe plusieurs versions sur sa vie. Et selon l'une de ces versions, donc, elle serait issue d'une tribu amérindienne qui était appelée Root Diggers, dont les habitants étaient semblables à des singes et vivaient dans des grottes. Et selon cette version, il y avait une femme qui s'appelait Madame Espinosa qui avait été kidnappée par cette tribu. Et cette femme a réussi à s'enfuir et elle a emmené avec elle la petite Julia Pastrana. Et dans une autre version, on dit que cette Julia Pastrana a vécu avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci. Et après le décès de sa mère, son oncle l'aurait vendue à un monsieur qui donc fait des représentations de cirque. Mais dans les deux récits s'accordent à dire qu'elle a vécu dans la maison de Pedro Sanchez, qui était donc le gouverneur de Sinaloa à l'époque. Et elle a quitté la maison en 1854, donc à ses 20 ans. Elle a vécu chez ce monsieur jusqu'à ses 20 ans. Maintenant, si sa mère est décédée, si c'est cette femme qui l'a kidnappée, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Mais toujours est-il qu'elle a vécu chez le gouverneur de la ville où elle est née jusqu'en 1854. Elle a été effectivement emmenée en Europe. On ne sait pas? Non, pas en Europe. En fait, elle avait été identifiée par un certain Théodore Lantz dans le but de l'exhiber en public. Alors, c'est un manager de cirque. Il l'a vue. Il sait que ça peut faire son affaire. Voilà, puisque voilà, cette maladie la rend son physique un peu particulier. Donc, ça pouvait faire son affaire, dire à des gens que vous venez voir
une personne qui mi-homme, puisqu'il l'a qualifié de mi-homme, mi-animal. Et donc, il l'a prise avec lui. Donc, elle n'est pas très grande aussi. Elle fait 1m34. 1m34? Oui. Bah oui, ça doit être très petit. Voilà. Elle a appris à chanter, à danser et elle parlait déjà 3 langues. Ça va faire l'affaire dans le cirque. Voilà. Et donc, il l'amène aux États-Unis où on la présente à des spectacles. Elle a un tel succès qu'il a peur que notre manager vienne lui arracher donc son gagne-pain. Voilà, ça son pour aux œufs d'or. Il décide de se marier avec elle. Non. Si, il décide de se marier. Non, c'est des enfants que je vois là. Elle a eu des enfants, c'est ça? Elle a eu un enfant. Je viens à cette partie de l'histoire. Il s'est marié avec elle pour ne pas qu'elle lui échappe. Oui, c'est clair, c'est pas un mariage d'amour, ouais, c'est c'est son gagne-pain, pour ne pas qu'elle lui échappe. Et donc, il la présente donc comme mi-femme, mi-animal. Elle fait l'objet de curiosité des scientifiques également. Certains vont jusqu'à réaliser des tests sur elle pour voir un peu de quoi elle souffre, si c'est vraiment un animal et un homme. Et d'autres sont approchés par ce Théodore Lantz qui leur dit, en fait, c'est ce que je dis, c'est ma théorie qui est la vraie. Donc, il faut que vous appuyez cette théorie-là pour convaincre le public de venir. Donc, théorie de quoi? Théorie de mi-homme, mi-animal. Mi-animal, voilà. Puisqu'à la base, c'est une maladie qu'elle a. C'est clair, c'est une maladie. C'est une maladie congénitale qu'elle a. Et donc, ils font des certificats qui affirment donc que cette femme appartient à une nouvelle race hybride mi-singe, mi-humaine. Et donc, ces certificats-là sont placardés dans toutes les villes où elle passe en spectacle. Pour que les gens puissent venir voir. Pour que les gens puissent venir voir de quoi il s'agit. C'est une nouvelle espèce, voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a un scientifique, un Anglais, Charles Darwin, qui se rend rapidement compte en fait qu'elle souffre d'une maladie génétique extrêmement rare. Et il la décrit même comme une femme à la beauté remarquable, dotée d'une barbe épaisse et d'un front usurde. Donc en fait, pour lui, cette femme, elle est comme toute autre femme. C'est juste que voilà, sa maladie génétique. Là, un peu déformée. Voilà, là, un peu déformée. C'est un humain comme les autres, ce n'est pas une nouvelle race, c'est une maladie. Voilà. Et donc, au cours d'une tournée à Moscou, puisqu'elle est déjà enceinte à cette époque, le 20 mars 1860, elle donne naissance à un enfant qui est lui aussi atteint de la même maladie. De la même maladie. Alors, les médecins craignaient beaucoup pour sa grossesse parce que vous voyez, comme vous voyez sur la photo, elle porte les vêtements où c'est vraiment serré au niveau du bassin. Et ils avaient peur qu'elle ait des complications durant l'accouchement, puisque elle est de petite taille aussi, son bassin n'était pas très grand, développé. Et puis elle sert encore cela avec des... Voilà, et donc elle donne naissance à un enfant, mais celui-ci, il meurt après la naissance. Elle aussi, elle meurt quelques jours plus tard. Oh, c'est quoi cette affaire? Elle meurt quelques jours plus Suite tard. à la couche, donc c'était là une couche difficile, un accouchement difficile. Un accouchement très difficile pour elle. Et son mari, manager, il confie donc les 2 cadavres à un professeur d'université de Moscou, le professeur Sokolov, qui procède donc à l'embaumement de la femme et de son enfant. Donc c'est ce que vous avez vu. Il ne veut pas du tout perdre son argent, donc il rachète les corps embaumés et il les exhibe. Attends. Non, mais c'est pas sérieux. Oui, exactement. Non, ok, il avait la femme, il a fait semblant de l'épouser pour la bête de cirque, etc. Ouais. Elle meurt. Ça ne peut pas finir comme ça. Il fait embaumer les corps, aussi bien de la femme que du bébé, pour les exposer. Et les gens allaient voir, effectivement. Les gens allaient voir, effectivement. Et il lui met même le vêtement qu'elle portait le plus pendant... Sur scène. Sur scène pendant ces spectacles. Et l'enfant, il est à côté d'elle sur un support comme un perroquet, en fait. Voilà, c'est... L'enfant n'est pas couché. L'enfant n'est pas couché. L'enfant est à côté d'elle... L'image qu'on a vue là, c'est la momie. Oui, on peut revoir ça, s'il te plaît. C'est l'exhibition. Donc, les gens debout là, elle était debout, oui, et puis l'enfant à côté, oui. C'est des macaques. Voilà, c'est des corps embaumés. Et durant plus de siècles, ils sont exposés. Comme ça? Voilà.
Non, mais durant plus d'un siècle, ils sont exposés comme ça, montrés au public à l'occasion de diverses expositions organisées partout en Europe. Et c'est le gouvernement norvégien donc, qui décide d'interdire cette exhibition et ordonne la confiscation des corps. Des deux corps. Et il faut finalement attendre 2013 pour que sa dépouille soit... Avant-hier. Oui, sa dépouille a été restituée donc, à son pays d'origine, le Mexique, à la suite d'une pétition officielle qui a été déposée par plusieurs hommes politiques. Et elle repose actuellement dans le cimetière de Sinaloa. Bien enterrée. Voilà, c'est cette dépouille qui a été rapatriée, voilà. Ça. Vous dites qu'elle est morte en quelle année? En 1860, à 24 ans. 1800 ou bien 1900? 1800. Elle est morte en 1860, embaumée. Et ce n'est qu'en 2013, là, oui, qu'on a restitué son corps. Je dis, hein, la nature humaine, là, c'est pas possible. Quand il s'agit d'argent, on est prêt à aller à des extrêmes. C'est extraordinaire. Dommage, même, c'est gentil. C'est pas son épouse, c'est sa poule aux yeux d'or. Merci, il a épousé la dame. Il a épousé la dame pour les sous qu'elle lui rapporte. Mais quand je parle, il l'a quand même épousée, donc... c'est son épouse. Le micro, s'il vous plaît, monsieur. C'est la poule aux yeux d'or, c'est son épouse, donc elle était reconnue comme telle. Donc je me dis quand même que pour l'intimité ou pour le temps qu'ils ont passé ensemble, il aurait pu... Peut-être ne pas le faire. Oh, ça te prouve que ce n'est pas pour machin qu'il a fait, que c'est pour machin. Non, sérieux, là. Ils ont eu une intimité, hein, jusqu'à il y a eu grossesse. Vous vous imaginez? Bien sûr. Mais ils ont fait combien de temps? Peut-être 2 ans? Ils ont fait longtemps, non? 3 ans? Oui, 3 ans et pas plus. 2 ou 3 ans, pas plus. Pas plus. Et après, il a fait rentrer pendant plusieurs années de l'argent. Moi, je trouve que c'est bien. Monsieur Kouébia, non, mais sérieux, qu'est-ce qui peut être bien dans l'affaire? Non, qu'est-ce qui peut être bien? C'est pas sain, c'est malsain son affaire là. Non, juste pour pouvoir l'avoir à ses côtés, pour pouvoir l'exploiter, il l'épouse. C'est un manager véreux. Donc, il se raconte même qu'en 1863, donc 3 ans après la mort de la dame, de son épouse, il a trouvé donc en Allemagne une autre femme. Avec la même maladie? Qui présente une certaine ressemblance avec Julia Pastrana, donc avec la même maladie. Il l'a épousée. Mais il a raison. Il l'a inclus dans son spectacle où il prétendait donc qu'il s'agissait de la sœur de Julia et il l'appelait Zenora Pastrana. Ouais, parce qu'il fallait bien que ça continue. Puisque c'est une maladie très rare. Et Julia Pastrana n'est pas la première. Dans mes recherches, j'ai vu que le premier, c'est un certain Pedro González. Dans la même zone toujours? Je ne crois pas que... Mais je pense que ça doit être dans la même zone. Henri II. Et en fait, il était là-bas aussi pour... homme, mi-animal et tout. Mais ils se sont rendus compte qu'il était intelligent. Qu'il apprenait à des spectacles. Et il a épousé donc une dame de la cour. Après, ils ont eu 7 enfants. Ah oui. Ils ont eu 7 enfants et c'est un seul des enfants qui avait la maladie. Et il paraît même que c'est son histoire qui a inspiré donc La Belle et la Bête. Ah. Voilà. C'est ce que j'ai lu durant les recherches. Voilà. L'histoire de ce monsieur-là, González. Voilà. La cour du roi Henri II. Ça doit être en France, normalement. Wow. Des maladies comme ça, et puis aujourd'hui, oui, on va pas parler, aujourd'hui, il y a des infirmités, c'est vrai, qu'on exploite aussi. Il y a plein de comédiens, plein de personnes qui transforment leur infirmité en atout. C'est vrai, c'est bien de le prendre. Si c'est soi-même, on décide de le faire comme ça, mais que quelqu'un se sucre sur ton dos... Non, mais sérieux. Donc, Julia Pastrana, non, ça, c'est pas elle. Hein. C'est elle. C'est elle toujours. Oh, ici, elle s'est rasée. Parce que la pilosité ici a complètement baissé. Oui, c'est rasé. Vous imaginez que ce soit des poils qui poussent vraiment vite. Et son mari, apparemment, il a été
il a sombré dans la folie et il a été interné dans... Le monsieur est là. Tu vois, non? La nature règle ça compte. Monsieur Koviak, vous qui dites que c'est bon. Il paraît qu'il a sombré dans la folie. Il a été interné. La nature n'aime pas certaines exploitations. C'est normal. Si, après le décès de la dame, il a retrouvé encore... Il est dans un style, vous voyez. Donc, s'il ne se retrouve plus, c'est normal qu'on l'interne. Mais ouais. Justement, je voulais poser la question à Éléonore si ça ne mentionnait pas la suite et la fin du monsieur en question. C'est bien. C'est normal. Voilà. Les gens qui utilisent des situations... qui utilisent des situations pour se faire de l'argent de façon très malsaine. Par exemple, au début du Covid, les gens qui ont vendu des gels de 200 francs à 3000, là, la nature vous attend. Et la boîte de masques. Et encore, on va tuer les masques à 1000 francs, là, de 100 francs à 1000 francs, là. La nature nous attend. Et ce n'est pas des menaces. Je dis ça, je n'ai rien dit, je ne suis pas la nature. Super, donc c'était la petite histoire de Julia Pastrana. La femme la plus laide au monde, la femme singe. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas si de cette espèce on ne sait pas s'il y en a encore. Non, j'ai pas eu de contemporains avec cette maladie qui est assez rare. Très rare. Mais même si ça existe encore, c'est sûr qu'il y aurait des traitements, des apports hormonaux pour équilibrer un peu et réduire la manifestation de la maladie sur le corps. Voilà. Il faut qu'on reconnaisse les maladies et qu'on aille se faire soigner souvent. Et ne pas tirer ses conclusions hâtives d'une certaine maladie. Et puis voilà quoi. Allez, Laurent, merci bien. Du coup, avant de finir, j'ai quand même une question. Est-ce que l'histoire ne mentionne pas... Vas-y. Est-ce que l'histoire ne mentionnerait pas l'argent qui était récolté? Avec quoi? Ce qu'on a fait avec. C'est son mari qui l'a utilisé. Oui, mais vu qu'il a été interné. Il a été interné et il y a le pays où la dernière représentation a été arrêtée. Voilà. Tout est bloqué là-bas. C'est bien fait pour lui. J'espère même qu'il a galéré avant de mourir. Il n'avait pas de sous, il n'avait plus un rond avant de mourir. On ne cherche pas l'argent de façon malsaine. Allez, je vais rejoindre les autres plateaux. Éléonore, merci bien pour cette petite histoire. D'autres petites histoires, vous savez, vous nous les proposez, hein, vos petites histoires sur le numéro de Bala qui est là, à côté de Éléonore. C'est Éléonore qui est dans la dit. C'est ce haut, c'est haut. Ouais, voilà. Touchez ça, on va voir. Oh, voilà. C'est le numéro de Bala. Vous réagissez dessus et puis vous nous proposez des sujets. On fait comme ça souvent. Très bel jeu. Comment j'ai dit très belle journée? Très belle suite d'émission. On continue. On vous a annoncé depuis hier donc, le témoignage en direct dans cette émission d'une personne qui a vécu le Covid-19. Pour ceux qui croient encore que cette maladie n'existe pas, puisqu'on te pose la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui a la maladie? Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a la maladie? Que cette histoire même. Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait la maladie dans ton entourage? Non, même le connaît. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a fait la maladie? On en parle. Vous voyez, la tendance est à la hausse. Il y a plus de morts, il y a plus de contamination parce que nous relâchons prise et ça craint. Et même cette menace de couvre-feu, de nouveau couvre-feu et tout ça qui plane à l'horizon, il faut que l'on se ressaisisse. Et nous, pour la sensibilisation, nous avons choisi de faire parler une personne qui a vécu la chose. C'était les premiers malades du Covid au Togo, bien guéris. Il va partager son expérience vécue avec nous dans l'émission. Restez juste avec nous tout de suite. On va faire une petite parenthèse quand même d'infos décalées avec Mina. Je retrouve Mina sur l'autre plateau. Et puis, on va commencer, Mina, avec au Togo, cette fermeture de bars dans la tendance Covid toujours. Hein. Dans la tendance Covid, il y a les bars qui sont depuis hier. L'orchestre Happy Brothers en attaque contre coronavirus. Emmanuel Asia
Niakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Super, merci. Dans la suite de cette émission, je disais tantôt qu'il fallait qu'on change de comportement, qu'il fallait que nous observions plus les mesures dont on parle, les mesures barrières, qu'il fallait qu'on observe la discipline du moment. Hier, il y a des quartiers réputés chauds quand même à Lomé. Avant, c'était des cons. Oui, mais aujourd'hui, depuis un certain temps, le quartier chaud est revenu au niveau du, je vais dire, du carrefour Y. Limousine, Carrefour Limousine, Aveji. Et tout ça. Donc, depuis un certain temps, ce sont les carrefours les plus animés. Je te promets. Et malheureusement, la pandémie n'y a rien fait. Il y a toujours du monde qu'on y retrouve. Pas de mesures barrières, pas de distanciation, rien de rien. C'est tout comme si c'était naturel. Donc, hier, Lys, il y a eu une descente. Hier, en après-midi, il y a donc eu une descente. On va voir les images. La technique nous suivra. Il y a eu une descente du maire de la commune du Golfe 5, puisqu'à Veilly, c'est dans le Golfe 5, la commune de Gakli. Il était là. Vous voyez, des bars ont été... Puisque ils ont déjà... La force anti-pandémie et les autorités municipales sont déjà passées par là pour leur rappeler les dispositions à prendre, de distancier les sièges, plein de conseils, mais qui ne sont pas toujours respectés. Donc, il fallait passer à la mesure forte. Ils sont descendus, je ne veux pas parler, on va laisser filmer, vous montrer les images. Les images d'embarquement de chaises et compagnie. Et puis, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Il faut quand même bien commenter dessus, c'est des images miettes. Alors... Ils ont pris les chaises. Regardez comment ils balancent les chaises. Ils ont pris les chaises, les sonos, les tables, même les petits paniers avec lesquels on fait le service là. Parce qu'au préalable, il y a eu quand même une première visite. Comment première visite? Il y a eu des visites, vous voulez dire? Oui, mais bon, je veux dire une visite quand même qui a été assez médiatisée. Oui, c'était vraiment des visites inopinées et tout ça. On les a conseillés. Donc, je veux dire, cette fois-ci, ils sont passés à l'action. C'est ça. Et ça devrait donc servir d'exemple. Oui. Alors, le maire de la commune, il dit que c'est pas... On n'a pas fermé les bars, mais on évite que les gens s'attroupent dans les bars. Et donc, vous pouvez aller acheter votre boisson dans le bar et aller consommer chez vous à la maison. Ça n'a pas le même goût, c'est ce que vous dites, mais pardon, contentez-vous de ça en attendant. Alors, monsieur Kovia, que vous qui avez fait l'expérience, quand vous voyez ces genres de comportements, quand vous passez, que vous voyez des gens qui ne respectent pas, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle réaction est-ce qu'il vous vient? En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la maladie n'existe pas. Moi aussi, au départ, bon, vous le pensiez. Avant d'être infecté, je me suis rendu à plusieurs reprises dans les grandes surfaces, dans les magasins au Luxembourg. Oui. Je n'arrivais pas à supporter le masque. C'est ça. Et bon, je me suis dit, bon, c'est pas moi qui vais attraper ça, vu que on est à peu près 8 milliards et demi sur la Terre. Pourquoi ça devait tomber? Voilà. Puis, j'ai appris le 18 mars que le dernier vol sur Lomé, c'est le 20. Parce que les frontières fermaient le 20, là. Donc, je me suis dépêché. Puisque vous habitez au Luxembourg? En fait, je vis entre Luxembourg et Lomé. D'accord. Donc, je me suis dépêché pour... je me suis dépêché pour... prendre une place? Une place et pour rentrer au pays le 20. C'était un vendredi? Oui. Arrivé à Lomé, bon, on est arrivé dans l'avion, j'ai vu des amis, on causait et tout. Jusque-là, nous... On s'en foutait pas. Sans masque. Est-ce que vous aviez le masque en ce moment? Dans l'avion, mais non. Il dit, mais non. Mais il y avait quand même des chiffres. Les chiffres montaient déjà chez vous en Europe. Il y avait plein de cas. Si. Mais nous, dans notre
je peux dire, dans notre naïveté, on se dit, ben, je ne vais pas attraper ces conneries-là, ce n'est pas moi qui vais l'attraper, donc on était confiants. Donc on a discuté, j'ai rencontré des amis dans l'avion, et on a discuté, puis on est rentré. Mais une fois arrivé à Lomé, c'est de là que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose. Parce qu'arrivé à l'aéroport de Lomé, une fois arrivé à l'aéroport, on a vu les mesures prises par le gouvernement. C'est ça qui nous a un peu... On a été surpris. Donc cette affaire-là, c'est sérieux comme ça? C'est sérieux. Non, mais dites-moi, vous, en partant de Luxembourg, vous êtes passé par la Belgique, c'est ça? Si, Zaventem. Sur votre trajet, vous n'aviez pas vu des dispositifs comme cela pour vous conforter? Si. On a vu, mais nous, les Africains, on est quand même plus disciplinés que les Européens. Vous voyez? Parce que une fois arrivé à Lomé, comme je vous le dis, une fois arrivé à Lomé, on a vu les mesures, les dispositions prises à l'aéroport, on a vu le... Je suis un peu nerveux hein, quand je pense à cet épisode, c'est clair. Il y a de quoi. Puis une fois arrivé chez nous... Alors vous avez vu quoi? Des policiers, on vous prend la température. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement quand vous êtes arrivé ici? Bon, on nous a stoppés. Le directeur de l'aéroport, le colonel Latanyama, veut nous parler. Et ils nous ont distribué des masques. Et ils nous ont pris la température. Ils nous donnent des fiches à remplir. Et tout ça, c'est énervant. Je m'excuse, hein, mais c'est vrai, c'est énervant. Parce qu'après 6 ou 7 heures de vol, on est fatigué, on a envie de rentrer chez soi. Oui, bien sûr. Maintenant, pour rentrer aussi, c'est tout un problème. Il faut attendre le bus pour qu'il vous ramène chez vous et tout. C'était le confinement à domicile au début, c'est ça? Confinement. Non, ils nous ont dit de rester chez nous. C'est ce que je dis. Donc, le bus vous a conduit jusqu'à chez vous pour connaître chez nous. Et faire le suivi. On vous a demandé de ne pas sortir, de rester le contact. Mais bien sûr, de rester à la maison. Je suis bien curieuse de savoir si vous avez respecté... Mais bien sûr. Ouais. Et donc? Donc, une fois arrivé à la maison, enfin, ma femme et moi, on a causé, puis je suis rentré. On a dormi dans les chambres séparées. Puisque vous prenez déjà la mesure de la chose. Vu que, bon, je suis quand même un père de famille, je ne peux pas ramener une maladie et infecter ma famille. Donc, c'est quoi? Puisqu'il y avait une certaine insouciance quand vous partiez de l'Europe. C'est ce que c'est la mesure, quand vous êtes arrivé à Lomé, tout ce qu'on vous a fait faire, qui vous a fait comprendre que, allez, tiens, ça peut être sérieux ou comment? Si, parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas eu de décès en ce moment au Togo. Mais la manière dont les Togolais s'acharnent à l'aéroport, tout ça, c'est ça, au fait, qui m'a réveillé un truc en moi. Et je me suis dit, bon, voilà, ils ont peut-être raison, on va voir. Arrivé à la maison, j'ai pris des mesures. Et aussitôt le lendemain, j'ai commencé par avoir des maux de tête terribles. Attendez, vous êtes arrivé le 20, donc le 21 déjà, vous aviez les maux de tête? La nuit même du 20 au 21, j'avais un mal de crâne terrible. Et j'avais mal à la gorge, mais je ne peux plus avoir de... Je me suis fait opérer des amygdales, on me les a enlevées. Donc ce n'est plus possible que vous ayez les bobos de gorge. De gorge, plus de pharyngite, plus d'angine. Donc, du coup, j'avais les maux de gorge terribles et l'écoulement nasal. Après, disons, 12 heures, juste après mon voyage, une fois arrivé, 12 heures après, vous aviez tous ces signes-là? Ces signes. Donc, j'ai appelé le centre Covid, je pense que c'est 111. Hein. Non, mais sérieux, vous êtes arrivé, vous avez ça, systématiquement, vous appelez le centre Covid. Oui. Vous doutiez un peu ce qui est par rapport à... Non. Je suis diabétique depuis l'âge de 17 ans, donc bon, je suis habitué d'aller à l'hôpital, enfin, me faire soigner facilement. Vu que, bon, j'ai déjà entendu parler que les diabétiques et les hypertendus sont plus exposés. Ouais, voilà. Et les premiers décès en Afrique également, c'était plus les diabétiques. Ouais. Donc, voilà. Et, du coup, j'ai appelé le 111.
Ils sont venus chez moi, ils m'ont fait le test et ils m'ont dit de rester. Donc, je suis resté à la maison. Et le 22, à 6h30, moi-même, je les ai appelés. Ils m'ont dit, mais monsieur, écoutez, restez là où vous êtes, ne bougez pas. Donc, j'ai compris. J'ai compris tout de suite que... C'était positif. Oui, voilà. Parce qu'en ce moment, bon, vu qu'il n'y avait pas de... il n'y avait pas de médicaments. Bon, une fois que tu tombes malade, tu te dis, bon, c'est la mort qui m'attend. Hein. C'est ça. Donc, quand ils m'ont dit de... Ils m'ont dit de ne pas bouger. Mais de ils ne vous pas ont pas bouger. dit au téléphone que vous êtes positif. Non, 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 non. Ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont dit, monsieur, restez. ne bougez pas, restez là, nous sommes en train d'arriver. Et bon. J'ai rappelé, donc il a raccroché, j'ai rappelé, je lui ai dit, mais monsieur, j'ai fait un test, dites-moi ce qui se passe. Il me dit, monsieur, restez à la maison, on arrive. À ce moment, comment est-ce qu'on se sent? J'imagine. J'ai regardé ma femme, j'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux, donc je suis quand même un homme, il faut avoir un... Oui, il faut être plus fort pour... Mais bien sûr, parce que je me suis dit, ah, d'abord elle a pensé à moi, pensé aux enfants et puis pensé à elle. Donc je suis assis, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, mes voisins, déjà comme ils sont dans leur... ils étaient habillés. Habillés, donc j'ouvre la porte, le monsieur, il m'a dit, non, 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 monsieur, restez calme, on arrive pour rentrer chez moi. Dans le quartier, c'est Donc, dans le quartier, je ne vous raconte pas, c'était pas facile. Mes voisins, tout le monde, ils étaient contre nous. Puisqu'ils savent que vous êtes à cheval entre l'Europe et l'Afrique, Oui. ils savent que vous êtes rentré peut-être. Oui. Donc, en ce moment, Et quand ils ont vu le véhicule ils ont compris qu'il y a un problème. Et ils ont été violents? non, pas violents avec moi, non. Puisque lui, on l'emmenait. Oui. Non, 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 ils ne m'ont pas amené. Okay. Quand ils sont venus m'annoncer la mauvaise nouvelle, puis après, ils m'ont dit, bon, je dis, ben, je vais faire quoi? Ils m'ont dit, ben, écoutez, monsieur, restez chez vous. On va envoyer l'ambulance. L'ambulance viendra vous chercher. Attendez, ils sont venus vous annoncer ça avant de demander à ce que l'ambulance revienne, c'est ça? Oui, ils sont venus m'annoncer ça le matin et ils m'ont dit que l'ambulance va venir plus tard. Okay. Bon, moi, je me suis dit, mais non, je ne vais pas attendre l'ambulance. C'est quel hôpital? Ils m'ont dit d'aller à Kégué. C'est à Cher-Lomé commune et c'est à 1 km de chez moi. J'habite à Kégué, donc j'ai pris ma voiture. Je suis allé de moi-même. Une fois arrivé devant, ils m'ont dit, ah non, écoutez, vous ne pouvez pas rentrer, on a transféré l'hôpital. J'ai dit, monsieur, je suis un malade du Covid-19. Le gars de la sécurité, il m'ouvre comme ça. Il a dit, ok. Laissez-le passer, il est passer. Ouais, ben, franchement, il est chez lui. parce que moi, parce qu'il chassait les gens devant, je suis arrivé, oui. Mais j'ai mis un masque. Ouais, j'ai même porté un gant. Je descends et je lui dis, je suis un malade du Covid. Comment est-ce que vous saviez que vous êtes malade? Je dis, ben si, bien sûr. J'ai été testé positif. Entrée. Ça, c'est le VVIP, ça. C'est le VVIP. Aujourd'hui, il en rit. Very, very important personality. Ouais. Ah ouais. Et donc, vous êtes rentré à l'hôpital? Je suis rentré à l'hôpital sur le parking. Je suis resté là-bas pendant 45 minutes. Il n'y a personne qui venait. Ma femme m'a appelé. Puisqu'il prenait, j'imagine que comme votre arrivée n'était pas préparée d'avance, il devait prendre des dispositions avant de vous faire sortir. Vous étiez déjà en confinement dans votre voiture. Donc, il prépare les dispositions avant de vous faire sortir pour aller vous installer. Donc, après 45 minutes, j'étais en communication avec ma femme. Puis elle me posait la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les femmes, vous êtes toujours pressées. Il se passe quoi? Je dis non. Mais quoi? Jusqu'à présent, tu n'as pas vu de médecin? Je dis non, mais je suis dans la voiture. Bon. Il y a eu un brave médecin qui est venu me parler, le commandant Kotoso. Il était habillé en combinaison? Non, pas en combinaison. Okay. Il était normal. Mais protégé quand même. Protégé avec son masque et les gants. Ouais. Puis il m'a parlé, il m'a dit, monsieur, ça va,
ben, sur leur plateforme, ils ont vu qu'il y avait 2 infectés ce matin. Et bon, voilà que j'ai bien fait de venir moi-même, que de faire le tour. Je vais voir, il y a un appartement là-bas, ils vont me donner un drap et machin. Bon, je suis allé. Ça a été un chaos. Hein. C'est clair, la croix et la bannière. La croix et la bannière. Et donc, finalement, vous avez été installé et au moment de votre séjour à l'hôpital, quand vous arriviez, il y avait combien de malades internés? En ce moment, il y avait, je pense, 6 ou 7. Hein. C'était les débuts. On était les premiers. Internés. Parce que le centre était ouvert, je pense, le 20. Et non, le 22, j'étais là-bas. Donc, on était les tout premiers. Vous étiez pressé, hein? Ah ouais, pressé, ouais. Je rigole. Non, mais c'est vrai, quand on vous annonce ça, vu que on n'a pas encore... on ne connaît pas, on ne maîtrise pas la maladie encore. On ne maîtrise pas. Et puis on annonce pas. des décès, on annonce des décès. Et surtout quand on a des antécédents médicaux comme vous en avez. Arrivé, j'ai vu un ami à moi, on a pris l'avion ensemble. Ah, sur le même vol là? Sur le même vol. Il était infecté aussi. Il est infecté. Et ceux avec qui vous étiez en train de causer justement pendant... Sans doute, on doit les avoir recherchés, puisqu'on a eu, ils ont le formulaire d'identification. Parce que vous êtes positif, on doit les avoir cherchés pour les mettre. J'ai vu mon ami. Et, bon, arrivé, j'étais mal. Mal. Mais une fois arrivé, j'ai vu mon ami. C'est comme si... Vous partagez la peine avec quelqu'un? Avec quelqu'un. Et bon, on s'est dit bonjour. Ah, tu es arrivé. Ah. Toi aussi, tu es ici? Toi aussi, tu es ici. Donc, ça existe. Ben, on a commencé par se poser des questions. Bon, ça a commencé comme ça. Et donc lui, votre ami, quand vous avez causé un peu, c'est aussi arrivé à Lomé qu'il a senti les symptômes? Ou comment c'est pour savoir? Est-ce que vous pouvez un peu évaluer les contextes de votre contamination? C'est ici, c'est où est-ce que... Parce que si vous arrivez et que le lendemain vous faites la maladie, on ne peut pas dire que c'était le jour J. Peut-être que vous l'avez ramassé. Moi, j'ai une santé assez fragile, hein, parce que je vivais dans ma famille là-bas. Mon petit frère n'a rien, sa femme non plus, ses enfants non plus, ils n'ont rien eu. Oui, alors quand vous développiez, finalement, eux, ils n'ont rien eu. Et eux, ils n'ont rien eu, parce que quand j'ai été, automatiquement, je leur ai appelé, sa femme était enceinte, ils sont allés faire le test, ils n'ont rien. Donc, ce n'était pas forcément à la maison. C'était pas forcément à la maison. Sur le trajet. Et la veille, je suis allé voir un ami togolais aussi. Je suis allé rester, j'ai pris son fils a joué sur moi. Dans quel pays? En Belgique. Donc j'ai pris la voiture, je suis venu au Luxembourg, Bruxelles. Donc j'ai joué avec sa famille, son enfant est même resté sur moi. Je l'ai appelé aussi, je lui ai dit, ben, écoute mon cher ami, voilà, il y a cette situation, va faire le test. Ils sont négatifs également? Négatifs. Donc c'est pas là-bas. Donc tout s'est passé au cours du trajet? Au cours du trajet. Peut-être à partir de l'aéroport de Zaventem. Mais à Zaventem, ce fameux 20, l'aéroport était fermé. Donc, il n'y avait pas de magasin ouvert. Donc, je me suis dit, peut-être dans l'avion. Quelqu'un qui était contaminé dans l'avion. Dans l'avion ou soit à l'aéroport. L'un des deux. Parce que toutes les personnes avec qui on est resté au Luxembourg et à Bruxelles n'ont pas fait la maladie. N'ont pas fait la maladie. Maintenant, dans l'aéroport, les magasins sont fermés pour acheter même les parfums, tout ça, tout était fermé. Donc, je dirais, c'est sur le trajet et Lomé, peut-être. Ça, je ne peux pas être sûr. Oui. Ouais. Mais c'est quelque part par là que vous avez eu la maladie. Maintenant, dans votre corps, comment est-ce qu'on vit la maladie? Qu'est-ce qui se passait quand vous étiez arrivé là-bas? Comment est-ce qu'on ressent? Vous avez décrit les maux de tête, tout ça, mais comment est-ce qu'on se sent? Le problème est que psychologiquement, c'est une maladie. Bon, on était les tout premiers malades. Donc la peur. Oui, avec toutes les informations qui sont passées. Mais ouais, et parce que chaque seconde, on est sur l'Internet et on s'est rendu compte que ça allait nous tuer. Ouais. Donc, nous les malades, entre nous, on a discuté entre nous, on s'est dit non, on ne veut plus aller sur les réseaux pour avoir les mauvaises informations qui sapent votre morale. Voilà, parce que ça nous casse. Ça nous casse. Et c'est quand tu dors et tu te lèves, tu te dis, ah, Dieu merci. Dieu merci. Je suis vivant, je suis encore là. Ouais. Puis, malheureusement, on a vécu le premier décès. Oui, on va raconter ça. Mais moi, je dis que
vous faisiez de la fièvre, non? Si, Fièvre, quand on est rentré... Fatigué, comment ça se passe? Tu es fatigué. Douleurs musculaires. Les douleurs musculaires, comme à l'époque, quand on était jeune, on a le palu. Vous voyez, vous avez mal à vos muscles. Et on est cassé, on est fatigué, on ne veut rien faire. Le palu, on sait que bon, quand on prend le truc là, Nivaquine ou chloroquine, 3-4 jours, ça va. Mais ici, même quand tu bouffes le paracétamol, 1 heure de temps après, les mots reviennent. Ça revient. C'est ça le problème. Ça fait très, très, très peur. Et ton corps aussi, c'est pas ça. C'est pas la mer à boire. Et la respiration? La respiration, ça va. Ça va. Parce que tout le monde se focalise sur ça. Mais on a eu de la chance qu'on n'a pas été jusque-là. C'est clair. Parce que vous vous êtes rapidement signalé. Et nous tous, on se dit, bon, ok, tant que je respire bien, c'est que ça peut encore aller. C'est que ça peut encore aller. Alors, vous étiez les premiers malades admis là-bas. Est-ce que le Togo avait déjà instauré le protocole de prise en charge? Est-ce que vous avez pris de la chloroquine, de l'azithromycine en ce moment? Parce que je ne suis pas sûre que dès le premier jour, c'est dans la foulée que le responsable du centre a rencontré le chef de l'État et puis qu'il a déclaré le protocole de traitement qu'adoptait le Togo. Vous, qu'est-ce que vous avez pris comme traitement? Moi, j'ai un ami médecin. Une fois arrivé au centre, il m'a ramené de l'azithromycine et du plaquenil. Il a tout fait, il m'a dit, David, prends ça avec toi au cas où. Surtout que vous avez des antécédents. Et donc, vos traitements de trucs là... C'est mon médecin traitant. Il était aussi là-bas? Non. Ah, ok. Je l'ai appelé, que voilà. Donc, lui, il avait ça. Il m'a dit, je veux venir. Ne leur dis rien, mais garde ça avec toi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Comme on est au téléphone, donc il m'appelle chaque 1 heure ou chaque 2 heures, il m'appelle pour voir mon état de santé. Donc je lui explique. Et il y a certains médecins, 1 ou 2 médecins de chez Fiadio, mes amis, eux aussi, ils ont refusé de ne pas prendre de médicaments. Non, ils étaient infectés aussi. C'était les premiers médecins de Fiadio infectés à l'époque. Donc vous étiez ensemble là-bas? Oui, on était ensemble. Donc eux, ils ont refusé de prendre des médicaments, mais ils m'ont encouragé à prendre l'azitro et le plaquenil. Mais non, dans le centre là-bas, il n'y avait pas encore un traitement qui vous était donné? Vous étiez là, c'était sous observation? Tout au début... Qu'est-ce qu'on vous faisait? Tout au début, c'était compliqué. C'est compliqué. Sincèrement, c'était compliqué. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je parle, je pense à tous ces trucs, je rends un hommage particulier, personnel au commandant Kotoso. Parce qu'il était au four et au moulin. Et c'était la seule personne, au fait. Il y a des gens qui venaient avec lui. Il n'est pas seul, c'est une équipe quand même qui travaille. Mais il vous a marqué, vous, personnellement. Il m'a marqué, on le voit le matin, à midi, la nuit, le soir. Tout le temps, il y a lui, il y avait Baoué aussi, je pense, si les noms. Ils sont en combinaison et puis ils viennent. Ils viennent, donc on lit les noms sur leur poitrine. Ils transpiraient dans la combinaison, j'imagine. Mais bien sûr, ça doit faire chaud. Même dans leurs lunettes, tu vois qu'il y a trop d'abus dans le tout. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais un hommage donc à tout le personnel soignant oui. qui est au front. Et particulièrement pour prendre en charge. Baoué et Kotoso. Ça, c'était les deux. En ce moment, bon, vous-même, vous imaginez un peu, ça a commencé. Nous, on était les tout premiers guéris. C'est clair. Donc le mécanisme se mettait encore en place. En place, les gens hésitent, les gens ont peur. C'est clair. Juste un jour, j'ai vu même Dr Baoué, je lui ai dit, mais tu n'as pas peur? Il me dit, mais je suis médecin. Parce que le jour-là, il n'avait pas de combinaison. Mais j'ai vu que toute la nuit, pendant 3 jours, quand vous voyez même ses yeux... Il ne dormait pas. Oui, il ne dormait plus. Pendant 3 jours. Donc j'ai dit, ben, Doc, tu n'as pas peur? Il m'a répondu, ah, David, qu'est-ce que tu veux? On va faire comment? Vous êtes là, on ne peut pas vous abandonner. C'est clair. Clair. Donc, comme jusque-là, on a fait le test, on ne nous a rien dit. Puis un matin, on a dit, 5 personnes sont guéries. J'ai dit quoi? Je vais être dedans, oui. Je vais être dedans. Non, mais... avant d'arriver à la guérison. Avant d'arriver à la guérison, dans ce séjour, là-bas, malheureusement, vous avez été témoin aussi de personnes qui sont décédées. Ouais. Combien de personnes sont décédées quand vous étiez là-bas? 5. Hein? 5. Dans le centre quand vous étiez là? 5. Voilà. Vous avez fait combien de temps dans le centre? Et 11 jours. Maintenant, dites,
le premier décès, quand vous l'avez appris, quand vous avez vu que quelqu'un était décédé à côté de vous, ça sape encore le moral, plus encore. Ça... Ou alors comment c'est... Quel était votre état d'esprit en Oui, ce parce moment? que ça tue. Et puis l'état d'esprit d'autres personnes. J'étais trop nerveux. Oui. Enfin, j'étais trop nerveux quand on a vu ça parce que c'est un co-malade. Vous étiez dans la même chambre? Ouais, une fois qu'on est arrivé là-bas, nous avons formé une famille, aussi bien les femmes et les hommes. On jouait aux cartes ensemble, on mangeait ensemble, parce qu'ils sont malades, nous aussi on est malades, donc on va tout le temps aux informations. Par exemple, celui-ci te donne l'aloe vera, l'autre il te donne du limon. Donc, Tout ce qui peut aider. tout ce qui peut aider. À Et renforcer. les femmes, quand on rentre chez eux, chez les femmes, on est assis comme ça parce qu'il n'y avait plus rien à se cacher et on est dedans. Tandis que où on est arrivé là? Mais ouais. Donc, c'était une famille, quoi. C'était une famille. Une famille. Et donc le décédé, le premier décès, vous étiez ensemble avec lui en salle? On était tous avec lui, à son cheveu. Il n'y a pas un qui peut dire qu'il ne veut pas voir ça. On était tous là, comme ça. Très énervés, très en colère au départ. Ben, Il n'y avait pas autrement. il n'y avait pas autrement. Il y avait pas autrement. Très énervé surtout et très en colère. Son décès après, bon, avant de revenir, quel était le profil? Les gens que vous aviez là, c'était qui? Des expatriés, des gens qui revenaient d'Europe comme vous, des blancs, des jeunes, des enfants? Quel était le profil global de ceux qui étaient là? À notre des hommes, époque, des il y femmes? avait un enfant de 3 ans, un autre de 5 ans et son père. Donc, il y avait des enfants. Il y avait la personne la plus âgée, elle avait 80 ans. C'est une religieuse. Des noirs? Non. Il y a une blanche C'est et une une, blanche. C'est une voilà. blanche, une religieuse. Le plus petit, c'est 3 ans. Il y a Togolais, 3, 5, noir. Togolais. Ouais, c'est le papa qui a ramené la maladie à la maison. En fait, le papa était le conducteur de la première infectée au Togo. Ah, Donc, ok. le papa Papa a ramené la maladie à la maison. Ses 2 fils On prie. ont pris. Donc, on était tous ensemble. On vivait tous ensemble. Plus d'hommes que de femmes? Plus de femmes que d'hommes? Bien, c'est mélangé. Non, mais on était 2-3 jours après, on était 22. Mais sur les 22, il y a au moins 15 hommes et 7 femmes. Maintenant, des gens, est-ce que vous connaissez l'histoire un peu de toutes ces personnes avec qui vous étiez? Est-ce que c'est des gens qui sont revenus aussi de voyage? Oui, une Beaucoup, partie, la la grande grosse majorité, partie. Ouais, la grande majorité est revenue de voyage avec, ouais. avec la maladie. Avec la maladie, oui. Et donc, vous avez assisté comme ça, vous étiez témoin du décès de notre confrère, Ouais, Dominique bien sûr. Alizine. Ouais, on était c'était le premier, le vous étiez premier à décès. Saint-Chevet, Ouais. là-bas, et c'est paix à son âme Paix à encore, son et âme, paix ouais. aux âmes de toutes les personnes que cette maladie a emportées. Et pour qu'on fasse plus gaffe. On doit faire gaffe parce que quand vous voyez la condition, peut-être à l'époque, et en ce moment, l'accompagnement d'aujourd'hui et d'avant, maintenant je ne maîtrise plus, je ne suis plus là-bas, je ne sais plus ce qui se passe, mais quand vous voyez les malades à l'agonie, c'est pas joli. Non, pas que joli, la souffrance, l'étouffement, vous voyez. C'est pour ça que je dis toujours aux gens de faire très, très, très attention. Parce que quand vous arrivez là-bas et vous voyez ce qui se passe, là, si demain vous dit sortez sans masque, vous allez dire non, ça je ne peux pas. Parce que c'est vrai, vous êtes tout le temps en masque dehors, il ne rate pas de porter son masque. Et il y a des gens encore qui demandent, il y a des téléspectateurs qui demandent, est-ce que vous avez vu d'autres malades aussi? Comment était leur cas, pire ou moins? Vous avez vu des décès avec vos yeux? Non, il faut laisser les gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont ignorants. Il ne faut pas les laisser, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Il ne faut pas les écouter. Il faut agir, faire des actions. Parce que ce n'est pas facile. Hein. Vous avez vu des morts de Covid, là où j'ai vu 5. Vous avez été malade. Mais il témoigne, vous voulez que celui qui pose la question, il veut quoi encore? Ce que vous pouvez faire de plus, hein, vous allez faire aussi une visite, un tourisme au CHR. Wow, c'est tout. Non, pourquoi les gens n'auront pas le courage. Non, déjà, quand... Mais si les gens persistent comme ça, que ça n'existe pas, ils n'ont qu'à faire un petit tourisme au CHR. Vous savez, le Togolais, quand on dit la maladie, ils ont dans leur tête, quand tu es malade, tu es fini. Donc, pour faire une visite, même quand ton ami te voit, tu passes devant le CHR Lomé Commune, ton ami te voit là-bas, c'est problème. Parce que j'ai bien vu dans mon quartier, quand bien même je suis revenu,
Dans le quartier, ils ont fait des réunions sur réunions. Les gens sont venus Justement, me le dire. j'allais vous demander quelle attitude finalement. Vous étiez à l'hôpital, mais qu'est-ce que votre famille a vécu? Ils ont subi des trucs terribles, terribles. Parce que mon fils est trop curieux. Il est venu me voir. Et quand je suis revenu, il m'a dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un problème? Parce que les gens ne nous disent plus bonjour. Il a quel âge? 10 ans. Et ils sont déjà, les gens ne le laissent aller plus dans le quartier. Non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Les gens sont comme ça. Oh, bon, ma femme m'a dit, oh, les gens ne nous saluent plus, les voisins, tout ça. Je dis, on les évite. Si on pouvait même ne plus passer devant chez vous, avant devanture. C'est après qu'il y a un monsieur dans le quartier m'a approché, il m'a dit, oui, on a appris que vous aviez été malade et les gens du quartier, on a fait une réunion et on a voulu venir vous voir. Il y a d'autres, celle-là a dit ça, celle-là a dit ça, celle-là a dit. Donc ils ont commencé par faire papato, c'est comme ça. Donc ils ont même fait réunion spéciale sur vous. Oui. C'était quoi l'objectif de la réunion? Non, mais il y a un malade, parce que tout le monde avait peur. Oui. Moi, je ne les ai pas blâmés. Hein. Je dis, bon, c'est parce qu'ils sont naïfs, donc bon, ce n'est pas mon problème. L'essentiel pour moi, que je sois revenu. Et tous ceux qui sont éloignés de moi m'ont revu. Maintenant, pour revenir, ils sont gênés. C'est compliqué. C'est compliqué, ils sont gênés. Non, mais c'est jusqu'à ne pas saluer. Maintenant, vous avez fait la maladie, mais est-ce qu'après, dans votre maison, votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été positif? Non, non. Ils ont été faire le test. Vous avez pris vos précautions quand vous êtes arrivé? Quand je suis arrivé, je ne voulais pas trop approcher. Parce que, au fait, en Europe, je n'avais pas peur. Mais une fois arrivé à Lomé, le déclic, c'était à l'aéroport. Avec toutes les mesures. Oui, c'est à l'aéroport de Lomé, aéroport Gérald et Adéma. C'est arrivé à l'aéroport de Lomé que le déclic a commencé. Alors, l'entrée, des moments de joie avec des amis là-bas au CHR, puis des moments de tristesse également, des décès. Ouais. Et puis après, on annonce qu'il y a 5 guéris parmi tout le lot. Ouais. 5 guéris sur combien? Sur 20? 22. Sur 22. 22. C'est qui les 5 là? Non, mais ils sont là, ils sont là. Mais moi, au fait, je n'étais pas guéri, moi, en ce moment. Hein. Quand ils ont dit, toi, David, il y a une probabilité de guérison. Mais c'est déjà pas mal. Quand ils ont dit probabilité de guérison, moi, je dis, je suis guéri. Il faut le faire dans la tête, c'est la guerre. Ouais, je suis guéri parce que le truc est que quand il y avait un jeune de 22 ans avec nous, quand il a vu le premier décès, une demi-heure après, l'enfant commençait pas à trembler. Il transpirait comme on l'a mis de l'eau sur lui. Il m'a dit, je sens qu'il y a de l'air qui rentre dans mon ventre. Quoi? J'ai un trou dans mes... C'est psychologique, en fait. Oui, c'est psychologique. Et je lui ai dit, non, il ne faut pas faire ça. Je lui ai dit, t'as quel âge? Il m'a dit, j'ai 22 ans. Une fois, il dit, c'est la première fois qu'il voit un décès dans sa vie. Je dis, calme, tu viens. Le jour-là, il a pris du paracétamol. On l'a injecté. Ils l'ont injecté parce qu'ils ont appelé 111, 111, 111. Parce qu'il avait trop peur. Heureusement que le lendemain, tout est mis en ordre. Mais c'était le décès qu'il avait vu, qu'il avait traumatisé comme ça. C'était le premier décès, le vendredi. Qu'il avait traumatisé, qu'il développait des signes et il disait qu'il allait mourir. Donc il fallait lui remonter le moral. C'était le premier décès, le vendredi. Mardi, pam, deuxième décès. Toujours un gars proche. Mais lui, il est diabétique, insulinodépendant comme moi. Donc, du coup, tu as le... Tu te dis... À qui le tour? Maga. Maga, alors Makuma. Surtout que vous avez les mêmes antécédents. On a les mêmes antécédents. Donc, deuxième décès, troisième décès, puis il y a un monsieur qu'on a ramené avec sa femme. Il a succombé à 3 h du matin. Là, on s'est dit, ben, on est foutu. Parce qu'on ne nous amène pas... On ne voit pas du matos arriver, on voit les frères, les décès, les co-malades partir. Donc, bon, on se dit à qui le tour. On est en train de compter les 14 jours. Si rapidement. Ouais, pour dire que... On décompte. Ah, je viens de faire 4 jours. 4 jours, 5 jours. Ben ouais, c'est ça. C'était... Parce que si vous passez le cap de 14 jours, on dit, ben c'est fini. C'est bon. C'est fini. C'est bon. Et moi, le 11e jour, j'ai eu confirmation que je suis Alors, comment guéri. est-ce qu'on vous l'a annoncé? Vous faisiez quoi? C'est le matin, lors de la visite? Je ne sais pas comment. Non, mais
comme on dit, on va toujours à la source avec le commandant Kotoso. Il nous a dit, il est venu voir, il est venu faire ses visites, puis il nous a dit, toi, je pense que c'est bon. Hey, ça rassure. En ce moment, vous ne développiez plus la maladie, plus la fièvre. Les courbatures, non, le plus nez, ça, tout le ça. nez, l'écoulement nasal. Voilà. Moi, je suis arrivé avec l'écoulement nasal, hein, ça coulait vraiment. Hein. Chaque fois, mouchoir en papier, mouchoir en papier. Donc ça s'est arrêté. On dit probabilité de guérison. Quand on dit probabilité de guérison, donc ça veut dire que moi-même, je me suis dit, ben, je suis déjà guéri. Puis peut-être qu'il me trompe. Il me trompe. Parce qu'on doute, hein. On se dit, ben, j'appelle un ami en Europe, il me dit, ben, vous les Togolais, est-ce que vous avez un vrai test là-bas? Lui, il m'a encore mis KO. Quand il m'a dit, est-ce que vous avez... Les vrais tests chez vous? Chez vous. Je suis allé... C'est pas comme ça qu'on rassure les gens. Je suis allé au lit. Je dis, mais c'est comment si je vais faire? L'aéroport est fermé. Mais quand bien même, quand je sors d'ici, je dois aller... vous faites soigner quelque part. Quelque part. Mais où? L'aéroport est fermé, tout ça. Il n'y a que ce centre-là qui prennent en charge. Et après, j'ai dit, non. Il ne faut même pas l'écouter. Je ne vais pas t'écouter. Voilà. Et troisième jour, on a refait. Parce qu'ils ont dit que l'OMS exige 2 tests négatifs. C'est ça, hein? On fait un, on confirme encore. Et 72 heures après. Donc, on l'a fait et on a confirmé, puis on est rentré chez nous. C'est le retour même à la maison qui est vraiment... C'est bien quand même. C'est comment? C'est comment, vous dites? C'est le retour qui est comment? C'est quoi l'adjectif? Parce que... Vous voyez, le stress, la pression, la dépression, la famille, tout le monde déprime. Hein. C'est clair. Est-ce que vous allez vous en sortir? Est-ce que vous n'allez pas vous en sortir? Vous allez rentrer. Et tout, puis on est rentré. Après 11-12 jours, je suis revenu. Vous étiez combien en ce moment à être déclaré guéri? Guéri, dans votre vague, quand vous sortiez guéri, là, c'était combien? Le soir, quand nous a dit de rentrer, on était 7 ou 8. Guéri. Sorti d'hôpital. C'est cool. C'était bien. Je veux quand même poser une question. Au moment où vos symptômes étaient en train de disparaître, on vous isolait des autres malades ou... Non, on était tous ensemble. On était tous ensemble. Alors, même si on nous dit qu'ils vont nous isoler, nous, on allait refuser parce qu'on s'est familiarisé. On allait encore tomber plus malade. Parce qu'il y a une certaine union qui renforce. On priait, on faisait le sport, on faisait plein de trucs ensemble. Vous faisiez le sport aussi? Oui, on faisait quoi comme sport? On fait beaucoup de choses. Ah bon? On vous a conseillé cela, que ça booste l'immunité? Non, quand quelqu'un fait quelque chose, automatiquement, tu le fais aussi. On ne va pas te dire, viens faire. Viens faire. Parce qu'on ne fait rien, on attend soit la guérison ou la mort, c'est tout. Donc bon, si quelqu'un fait quelque chose, tu le suis. Tu le suis et puis tu le fais aussi. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez... Parce qu'il n'y avait pas de TV, il n'y avait rien. En ce moment, il n'y avait rien. Donc, il fallait s'occuper. S'occuper, oui, c'est ça. C'est clair. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez été guéri parce que vous avez été prompt à la réaction, à aller vers les médecins pour vous faire prendre en charge? Vous ne vous êtes pas caché, vous n'avez pas, vous n'avez pas fui. Il y a cet aspect. Peut-être que si je suis resté à la maison, peut-être que je vais mourir. Les gens que je voyais, eux aussi m'encourageaient, on s'encourage entre nous. C'est clair. Donc, il y a cet aspect, aller à l'hôpital, c'est une très bonne chose. Quand tu arrives à l'hôpital, déjà, tu es rassuré que... Ça te rassure, même s'ils ne sont pas à 100%, mais c'est mieux d'aller à l'hôpital que de rester à la maison. Ouais. C'est clair, c'est clair. Le Covid-19 ou le semblant de maladie, les Togolais se posent d'énormes questions sur la véracité de cette... Mais c'est juste pour des gens qui répondent au numéro de téléphone 96 15 38 86 là. Juste pour des gens là. Qu'on a supplié un guéri de venir vous parler de son expérience. Parce qu'on ne sait pas finalement comment procéder pour faire comprendre aux gens que la menace, elle est réelle et qu'il faut qu'on s'y mette. Si cette maladie, c'était comme d'autres maladies, par exemple le sida ou autre, où tu chopes ça et puis tu pars seul avec, sans doute, on se forcerait, mais on ne s'échinerait pas autant. Mais le comble dans cette maladie-là, c'est que si lui, il ne respecte pas la discipline du moment, toi, tu es menacé.
peut-être tu ne sais pas celui que lui connaît. C'est pour ça qu'on fait les émissions. Mais quand, avec tout ce que M. David Keviakou raconte et que vous posiez encore ces genres de questions, je ne sais pas ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'on leur dit? D'autant plus que selon les propos de M. David, il ne sait même pas à quel moment il a contracté. Il ne sait pas à quel moment il a contracté la maladie. Il n'y avait pas de personne malade, enfin apparente, pour qu'il se dise que c'est avec telle personne que j'ai contracté la maladie. C'est juste parce qu'il n'avait pas de, il prenait pas des précautions. Donc vous pouvez l'avoir avec n'importe qui. Il ne prenait pas de précautions. Oui. Vous voyez, même à Lomé, on voit les jeunes, ils jouent au football. Or, c'est interdit. Ce matin encore, j'en ai vu. Ils ne sont pas conscients. Les gens sont dans les bars, ça danse, ça saute. Ils font des soirées dans des boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit. Et ça, c'est pas bien. Parce que le problème est que moi, je peux être guéri et quelqu'un d'autre peut tomber malade et mourir. Donc, on ne cherche pas à mourir. Enfin, on ne cherche pas à vite mourir. On sait qu'on partira un jour, mais pas maintenant. Donc, c'est mieux de prendre les mesures barrières. Le masque, se laver la main régulièrement. Mais les gens, beaucoup de gens disent que non, la maladie n'existe pas. Même à moi, ils m'ont dit, est-ce que tu es sûr que c'est Covid que tu as eu? Tu es sûr? Les gens disent ça, non, il n'y a pas ça, mon frère, il n'y a pas ça, laisse ça, il n'y a pas. Pourquoi les gens ne te contractent pas souvent, moi? C'est des gens là qui... Non, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas fait la maladie, qui sont des porteurs sains. C'est ceux-là, parce que c'est ceux-là, au fait, qui gâtent l'affaire. La sensibilisation, oui. Parce qu'ils se disent, oh, mais écoute, j'ai fait la fièvre 2 jours, bien une journée ou 2-3 heures. Non, cette maladie ne peut rien faire. C'est comme le palu. Non, le palu, nous, on a eu le palu. Nous, les Africains, on a eu le palu à plusieurs reprises dans la vie et ça ne nous a pas tués. Donc, la maladie, là, ne peut rien faire. C'est faux. C'est faux. Ils n'ont qu'à se protéger. Sinon, si c'est facile comme ça, je pense que depuis 5 mois maintenant, il y aura un relâchement total du gouvernement. Donc, bon, vous voyez qu'ils sont toujours, ils cherchent toujours, parce qu'il n'y a personne qui maîtrise ça. Hein. Donc, si les gens ignorent cet aspect, qu'il n'y a pas la maladie là, c'est une erreur vraiment grave. Hein. Grave. Ouais. C'est clair. Dans votre quartier, quelle est la relation? C'est ce que j'allais demander aussi, avec vos voisins, finalement. Oui. Non, maintenant ça va. Bon, vu que moi-même, je suis une personne, je suis dans le foot. Donc, quand j'ai été malade sur les réseaux sociaux, on a écrit... Ça circulait beaucoup. Donc, ils ont publié des trucs. Donc, quand je suis revenu, les gens ont dit non, il est mort. Il y a certains qui ont dit qu'il est dans le coma. Bon, il y a eu trop de racontards. Donc, quand je suis arrivé, les gens... Il y a certains qui ont toujours peur de m'approcher, et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils se disent que, bon, voilà, il a eu le Covid-19. À ce jour, c'est vraiment fini? Non, mais vous êtes sorti d'hôpital à quelle date? 3 avril. Début avril, 3 avril. Donc, depuis avril il est sorti d'hôpital et qu'il est guéri, on lui a fait test, on lui a fait retest. Et, oh, pardon. S'il fait encore Covid, c'est même que c'est quand je suis sorti, j'ai refait le test 2 fois. Après sortie, j'ai encore fait ça 2 fois. Donc, parce que les gens ont peur d'aller se faire dépister. C'est ça qui fait, c'est là où le bas blesse. Les gens qui ont été en contact avec des cas positifs se cachent. Ils se cachent. C'est là où le bas blesse. Or, si tu es malade, va te faire soigner. C'est mieux. Oui. Et sauve d'autres personnes, sauve d'autres vies. Mais les gens, bon, ils se disent, non, je ne suis pas né avec la maladie, je ne vais pas aller là-bas, je vais mourir, je vais rester chez moi. C'est pour ça que parfois on donne le nombre de décès, je me suis dit, bon, si quelqu'un a la maladie dans un village et il décède, comment est-ce que... Oui, on ne pourra pas toujours savoir. Puis ce n'est pas tout le monde qui est déclaré, donc c'est les décès déclarés. Les gens ont peur d'aller se faire dépister. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce qu'une fois que vous faites ça, on va vous soigner. Maintenant, j'ai appris qu'ils sont vraiment... Ils sont équipés, que tout est top. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais là, c'est mis en place. Oui, quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un a été malade, il m'a dit maintenant, c'est le top. Ce n'est pas une raison pour aller. Non, on ne dit pas que oui, bien sûr. Ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à aller. Bien pris en charge. Ouais. Maintenant, est-ce que vous
vous faites agent de sensibilisation. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Lbala. Et je pense que c'est la première sensibilisation publique qu'il fait. D'accord, oui, mais dans votre quartier, par exemple, ou dans votre secteur d'activité, est-ce que vous êtes devenu ambassadeur de cette lutte? Voilà, d'en parler autour de vous. Si. Nous-mêmes, on a voulu faire un petit groupe pour aller sensibiliser la population. Il y a l'autre qui m'a dit qu'il est de Kévé. Je lui ai dit on va aller ensemble à Kévé. Et voir le chef canton, sensibiliser les gens. Bon, c'est des trucs qui ne me dérangent pas. Ça, bon, Dieu nous a quand même... Il y a cet aspect qu'il ne faut pas oublier. Parce que Dieu nous a quand même sauvés. C'est vrai. Il faut reconnaître. Il faut faire des actions pour sauver d'autres, c'est ça? D'autres. Ça, c'est... Je pense que Dieu voit le cœur de tout un chacun avant de faire quelque chose. Donc moi, je suis dispo à faire des actions. C'est cela. Alors, Firmin, on peut avoir la bannière de l'action. Le Bala soutenu descendra. Nous, le Bala, depuis mars, on descend pratiquement tous les jours sur le terrain pour sensibiliser les populations à nos frais. Mais là, avec un soutien pour élargir plus la lutte, on continuera de sensibiliser les populations dans le Grand Lomé, avec mise à disposition de masques et de dispositifs de lavage des mains, beaucoup de communication soutenue donc par la Coordination nationale de la gestion de la riposte et l'Union européenne. Donc on aura de nombreuses actions sur le terrain et nous serons ravis de vous compter parmi nous à descendre, parler aux populations, à leur dire ce que vous nous avez raconté, à vous porter témoin de ce qui vous est arrivé et de leur porter le bon message, comme pour l'Évangile. Merci pour votre disponibilité, Monsieur Okweviakwe, et de nous soutenir. Merci. C'est complètement ouf de voir encore que des gens peuvent se dire, voilà. Il y a quelqu'un qui nous demande s'il est possible d'avoir le virus, de ne pas développer les symptômes. Oui, vous l'aviez dit tantôt, oui. Oui, bien sûr. C'est les cas qu'on appelle les asymptomatiques, c'est ça. Hein? C'est ça. Donc, c'est complètement possible. Je vais parcourir un peu les réactions des téléspectateurs et venir. Voilà. Moi, c'est juste un... le problème des Togolais, c'est que le manque d'informations en temps réel, bref, les médias ne diffusent pas, bon, genre, je suppose, des témoignages de ce genre pour faire passer le message. Aussi que les gens, nous-mêmes, c'est pas les médias, mais c'est vous, c'est là disponible. Vous, c'est-à-dire que c'est une chance extraordinaire. Non, vous m'aviez cherché. Et je vous ai trouvé. Vous m'aviez trouvé. Les gens n'ont qu'à C'était la première sollicitation pour une émission comme ça. C'était la première sollicitation. La première, oui. Vous m'aviez cherché et vous m'aviez trouvé, c'est ça. Il faut vraiment... Aujourd'hui, on se dit que c'est à vous de porter la lutte. Certains disent que les guéris sont ceux qui partagent encore la maladie, mais je pense que non. Il faut sensibiliser les gens pour éviter plus de cas. Merci, oui. Les guéris ne partagent plus la maladie. Tant qu'on te déclare guéri, ou bien, c'est que vous avez dit, après votre sortie même, on vous a fait 2 nouveaux tests qui sont négatifs. C'est clair. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'on est guéri qu'on ne va pas prendre des dispositions. Non. Parce que nous, au départ, quand j'étais sorti, je ne voulais plus... Parce que je me suis dit, je suis resté avec les malades. J'ai fait mon premier test. Mon deuxième test, je suis toujours avec les malades. Ceux qui sont arrivés fraîchement, qui sont infectés 1 ou 2 jours. Moi, je faisais déjà 9 jours. Donc, je me suis dit, il y a beaucoup de chances que je ne peux plus du tout tomber malade. Mais je suis allé aux informations et je me suis rendu compte qu'on peut encore tomber malade. D'autres disent qu'on peut et d'autres disent qu'on ne peut pas. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de se protéger. C'est simple comme bonjour. Voilà. Donc, d'avoir fait la maladie ne vous confère pas une immunité complète. Donc, vous continuez de vous protéger, de porter le masque tout le temps. J'imagine que dans votre maison également, on ne peut pas sortir sans masque. Non, on ne peut pas. On peut pas. Et quand il faut se laver les mains. Aussi, les gens doivent se dire une chose, que nous sommes en période de crise. Ils n'ont qu'à rester un peu chez eux. Faire des allers-retours. Des visites pour saluer la tante. Non, mais non, il faut laisser ça. On a le téléphone. Avant, dans les années 90, notre moyen de communication, c'était le taxi. Maintenant, le moyen de communication, c'est le téléphone. On n'a plus besoin de prendre le taxi pour faire
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de taxi-moto. Maintenant, il faut téléphoner pour avoir les nouvelles que d'aller se balader et risquer de ramener quelque chose à sa famille. C'est ça qui fait un peu peur. Justement, je vous imagine, vous, dans votre situation, déjà vous avez des antécédents. Et le simple fait de penser à sa famille, son épouse, ses enfants qui peuvent également contracter la maladie, c'était un calvaire que vous viviez. Oui, mais j'avais tout ce poids quand j'étais là-bas. Au fait, moi, quand j'étais malade, mon problème est que je me suis dit, j'ai infecté ma femme, mes enfants. Vous vous culpabilisiez mais déjà. Bien sûr, j'ai ramené donc toute la famille. C'est par vous. Et on va tous y passer. Je me posais la question tous les jours. Ouais. C'est clair. Il ne faut pas tomber dans ce cercle vicieux. Donc, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Et faire attention aujourd'hui, c'est tout ce dont on parle là. Porter le masque quand on sort en public. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est obligatoire de porter le masque quand on sort en public. De se laver les mains autant de fois que l'on peut. Et les gens continuent par jouer aux jeux collectifs, ludo, cartes dehors. Alors que ils sont là, comme ça. 50 cm de diamètre. Et puis ils crient 6. Ça se projette 6. Fopre. Ça se projette fopre. Même avec le masque, jouer à ces jeux, même c'est dangereux. Non, c'est pas bon. On sait que cette maladie a chamboulé la vie de tout un chacun. Mais on ne va pas vivre toute notre vie avec cette maladie. Ils trouveront des solutions. Je pense que bientôt, ils trouveront la solution. Mais pour le moment, on est obligé de vivre avec. De se conformer. Mais oui, c'est ça. Oui, quelqu'un qui demande, est-ce que quelqu'un qui est guéri peut le recontracter ou pas? On a dit, il y a une pensée qui dit, tu es guéri, tu peux encore le faire. Il y a une autre pensée qui dit, tu es guéri, tu ne peux pas le faire. Autant se préserver, se protéger. Se protéger, c'est mieux. Là, on est sûr qu'on ne le refera plus. De maladie. C'est pas bien de tomber malade tout le temps, c'est pas bien. C'est cela. Alors, vous qui êtes à cheval entre ici et là, les frontières sont ouvertes. Est-ce que ça vous tente de repartir là-bas ou bien vous voulez tempérer? Pour le moment, je voulais rester un peu avec ma famille. On va commencer par bosser, aller sur le terrain et sensibiliser les gens. C'est clair. Moi, je suis passé par... J'étais à 2 doigts de la mort. Oui. Donc, bon, je peux dire, on est des rescapés du Covid-19. Donc, on va... Pour le moment, pas de voyage. Je suis là. Il y a eu même... Je pense qu'avec cette action, il y aura d'autres qui vont venir aussi témoigner. C'est clair. Ils vont venir témoigner. Les téléspectateurs, ils sont nombreux à vous jeter des fleurs. Je remercie Dieu que vous ayez pu sortir la tête haute de cette maladie. N'arrêtez pas de sensibiliser autour de vous. Ah, merci. Félicitations, Dieu vous bénit. Ce n'est que finalement, il n'y a plus de questions. Hein. C'est beaucoup plus des félicitations comme ça qui arrivent, de vous voir porter ainsi le message. Que voilà quelqu'un qui me fait comprendre effectivement que cette maladie existe. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup et grand merci au monsieur Guéry. C'est vraiment très courageux de votre part. Mais ce sont que des messages de félicitations. Ah, et ça plaît que des gens témoignent, que votre témoignage les conforte, les rassure que, OK, donc c'est vrai, ce qu'on raconte, ce n'est pas des histoires. Aujourd'hui, c'est un message comme ça que nous lançons à travers cette émission aux autres qui sont passés par cela. La lutte vous revient beaucoup plus à vous aujourd'hui. Vous qui êtes guéris. Dieu vous a sauvé. Dieu vous a sauvé pour que vous partiez en mission, je pense. Oui, on est prêts. Hein. On est des combattants. Hein, parce que aujourd'hui, je vous dis qu'ils sont dans le luxe à Kégué, mais nous, on n'avait pas connu ça. Hein. Donc maintenant, on doit aller. On est obligé d'aller. Et ce n'est pas parce que c'est le luxe qu'il faut aller là-bas. Donc c'est ça, on dit aux gens. On doit aller là. On doit aller. Maintenant, il n'y a plus de peur. Il faut venir. Tu es malade, viens, on va te soigner. À notre époque, c'était compliqué. Maintenant, c'est plus huilé. Oui. Donc, viens, on va t'aider. Et si tu as été en contact avec quelqu'un qui est malade, n'hésite pas. Mais oui, n'hésite pas. Il y a de quoi vous jeter des fleurs parce que vous étiez les cobayes, on va dire. Vous étiez les cobayes. Mais maintenant, les gens ont peur, quand ils ont le palu, même, ils ont peur d'aller à l'hôpital. Oui. C'est ça que je trouve. Même en pharmacie. En pharmacie. Même en pharmacie. Ils ne veulent pas y aller et ils se cachent.
C'est pas bien. En fait, parce que la maladie ne veut pas que tu aies. Hein. De l'autre côté, il faut aussi rassurer les gens qu'il y a plus de guéris que de décès. Mais je viens de dire que j'ai vu des médecins, ils n'ont rien pris. Ils ont été guéris. Ils sont passés, ils étaient infectés, ils sont passés par là. Tout ce qu'ils prenaient, c'est de la vitamine C, c'est tout. Et ils ont été guéris. Il y avait même des filles qui n'ont pas pris de médicaments, qui ont le courage de non, moi, je vais lutter contre la maladie. 10 jours après, elles sont sorties guéries. Comme quoi, vous annoncez que vous êtes positif au Covid, ce n'est pas un arrêt de mort qui est signé sur votre vie. Non. Alors, j'essaie d'actualiser un peu les chiffres. Les chiffres du monde actualisés il y a 2 minutes. Actuellement, sur Terre, on a 6 451 439 cas actifs. Ça fait globalement 21 379 516 cas depuis que la maladie a commencé. Les décès sont estimés à 3,57%, pratiquement 4% de tout ça. Et les guéris, c'est 66,25%. Les décès, moins de 4%, et les guéris, plus de 66%. Ce qui veut dire que quand vous développez les signes, vous vous signalez assez tôt, vous avez plus de chances d'être guéri, parce qu'on ne meurt pas, on ne fait pas que mourir. On guérit aussi beaucoup. Du Covid-19. Donc, quels signes doivent alerter les gens? Rappelons-leur un peu à la base de quoi est-ce ils doivent appeler le 111 pour dire si. Qu'est-ce qui peut les alerter? Dites-nous. En se basant sur votre expérience. C'est parce qu'ici, il y a l'aspect du paludisme. Quand les gens font la fièvre, ils se disent automatiquement, j'ai le palu. Sans aller voir un médecin, il dit non, je fais le palu, je suis malade, mais je fais le palu. Non. Même, il connaît les médicaments qu'il prend. Mais oui, ils connaissent les médicaments, ils vont aller chercher ça. Ça, c'est très mauvais et c'est dangereux. Tu es malade, appelle le 111, ne sois pas gêné, fais-le. Décris ce que tu as. Décris ce que tu as, ils vont te conseiller. Peut-être que ce n'est pas le Covid. Peut-être que ce n'est pas le Covid. Même si c'est le Covid, il ne faut pas être gêné. Les gens ont peur. Ce n'est pas une maladie de la honte aujourd'hui. Ils ont honte de la maladie. C'est ça que quand moi-même, quelqu'un m'a dit, et tu as appris que David a été malade, je dis, ben, écoute, moi j'ai de l'argent pour acheter le billet d'aller en Europe et ramener la maladie. Tu aussi va prendre l'avion pour aller. Parce que ça m'a énervé. Je me suis dit, mais pourquoi les gens disent que, bon, voilà... C'est comme si vous aviez cherché ça. J'ai cherché ça. Je suis malade, je dois avoir honte d'être malade. Les gens ne veulent plus t'approcher. Non, laissons les blagues de côté. Cette maladie, il ne faut pas blaguer avec. Il faut qu'on la taxe. C'est une guerre. On doit la gagner. Si tu te laisses aller, tu ne respectes pas les mesures barrières, tu peux y passer. C'est clair. Ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Pour les signes, les maux de tête, les maux de tête, maux de gorge, l'écoulement nasal, fièvre, les douleurs musculaires, tout ça. Les mêmes, quasi complètement les mêmes symptômes comme le palu. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. Il faut aller. Il faut appeler le 111. Dire aussi qu'il y a même Mme Simone Gbagbo qui a témoigné. On va passer le témoignage de Mme Simone Gbagbo demain. Qu'elle a été malade. Donc, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Simone Gbagbo, M. David Kebiakou et d'autres personnes ne peuvent pas se lever comme ça pour raconter des histoires à la République. Non. Voilà, on vous rappelle les signes que vous voyez à l'écran. Vous avez ça, n'hésitez pas à appeler le 111. Le 111 vous dira la conduite à tenir. On a la chance encore qu'au Togo, si c'est le Covid, on est pris en charge gracieusement. Vous étiez pris en charge gratuitement, monsieur. Si. Vous ne déboursez rien. Non, c'est une prise en charge totale. Donc, je ne sais pas ce qu'on crée. On dit, tu es malade, viens, on va te soigner. Tu vas avoir non, c'est parce que c'est l'ignorance. Je dis, c'est l'ignorance. Les gens, quand tu tombes malade, les gens, ils disent n'importe quoi. Il ne faut même pas les écouter. Allez vous faire dépister. Et si vous tombez malade, faites-vous soigner. C'est tout. C'est cela. Alors, parlons des regroupements. Quelqu'un attire notre attention sur... on dit, nous luttons contre les regroupements au football club. Les championnats européens qui ont repris. Sur les terrains, on joue sans public. Mais les spectateurs derrière s'agglutinent devant les bars qui diffusent les matchs. Hier soir, j'ai fait un peu le tour. C'était grave. Tous ceux qui sont contre le Barcelone, hier... Quand le Bayern mettait un but, c'était waouh, ils s'entrelaçaient. Hier soir, et puis c'est depuis toute la semaine
que c'est comme ça depuis que les matchs ont repris. Dans les football clubs, je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse aussi de ce côté. Il y a tellement de situations dans lesquelles nous ne prenons pas la mesure de la chose. Vous vous imaginez, dans nos gestes du quotidien, on oublie trop souvent. Ce n'est pas que porter le masque et se laver les mains. C'est aussi savoir, en toutes circonstances, qu'il y a une discipline du moment et qu'il faut respecter. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que nous, les Africains, on est plus disciplinés que les Blancs. Les Blancs, mais bien sûr, on est disciplinés. Il ne faut pas rigoler parce que les Italiens, une fois la maladie arrivée en Italie, on a dit pas de plage. Mais les gens sont pointés sur la plage. Ils ont ramené, des milliers ont été infectés. Mais ici, c'est parce que les parents doivent aider les jeunes. C'est-à-dire aller jouer au foot. Quand vous voyez votre fils, il sort sans se protéger, dites-lui, reviens, ne va pas jouer au foot, ne faut pas faire ça. Les parents doivent être toujours derrière. Ça n'a rien à faire, on est obligé. Sinon, l'autre jour, je suis allé au Nord, les gens jouaient au foot. Comme ça. Même à Lomé, on joue maintenant. On joue facilement. Il faut qu'on se ressaisisse. C'est vrai que le Covid-19 existe, mais jusqu'alors, les gens de mon village, Nyamasila, sont inconscients sur cette affaire. Merci de signaler les gens de votre village. Beaucoup de félicitations. Hein. Je ne suis pas distraite, mais je parcours les réactions des téléspectateurs pour voir s'il y a des questions plus pertinentes encore à faire relever. Mais sinon, je voudrais que le monsieur revienne sur le cas de sa contamination pour que les gens comprennent bien la manifestation du virus. Oui, il a assez dit. Il a assez dit. C'est toujours des félicitations. Félicitations de grâce. Vous êtes guéris, gloire à Dieu. Merci. C'est vrai que dans les villages, c'est compliqué pour les gens de suivre. Non, il faut sensibiliser. Rien à faire, il faut sensibiliser. Dans les villages, il faut sensibiliser. Même les gens, ils disent non. Et comme au Togo, on se dit, bon, il y a les fétiches, les gens disent que non. Et l'histoire de Covid, c'est des conneries. Tu es envoûté, tout ça. Ils pensent que c'est ça. Il faut aller vers eux. On ne serait pas fatigué, on va le faire. On ira vers eux, on va leur expliquer que la maladie existe, c'est du réel. De faire attention. Alors, pour ceux qui demandent pourquoi sur le plateau, nous ne sommes pas en masque, on a choisi parce que les distances sont respectées ici sur le plateau. Peut-être à la maison, dans vos écrans, vous pourrez voir une certaine proximité, mais ici, en live, on ne peut pas faire de la sensibilisation en montrant un pire exemple. D'autant plus que M. David m'a mis une blague pluie. Il ne blague plus, il a son masque là. Quand il va se lever tout de suite, et là, c'est le gel qu'on a. Et chaque fois qu'on entre en interaction avec d'autres, pour toucher votre micro tout de suite, nous allons le désinfecter, etc. On prend toutes les mesures de la chose. Monsieur Kouviak, restez avec nous. On va finir avec quelques petites informations décalées. Ici et là, pour détendre l'atmosphère. Ça a été très lourd. Oui, pour détendre l'atmosphère. Alors, les infos décalées, c'est cette rubrique en fait qui nous fait part de la bêtise humaine et du génie humain. Vous savez, la bêtise humaine et le génie, c'est comme cette feuille-là. Il y a la bêtise ici et le génie ici. C'est la même chose, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est même pas même mère. C'est même pas même mère. Alors, ce sont des informations que vous n'avez pas forcément dans les tranches officielles ou alors les tranches consacrées d'informations, mais c'est des choses qui arrivent sur Terre, ici et là-bas. Et on commence, Mina, par la Zambie. Par la Zambie. La Zambie. En Zambie, une infirmière a révélé qu'elle avait échangé plus de 5000 bébés à la maternité juste pour son plaisir. Alors, c'est juste pour son plaisir. Elle s'appelle Elisabeth Boalia Mouena, donc, et elle affirme avoir échangé 5000 bébés de 1983 à 1995. Et c'était à l'hôpital universitaire dans lequel elle travaillait. Juste pour son plaisir, comme ça. Et pour qu'est-ce qu'il a amené aujourd'hui à témoigner? Alors, elle est souffrante aujourd'hui. Elle est en tête d'un cancer. C'est comme le mari de Plastrana. Donc, elle dit vouloir se repentir. C'est ce pourquoi elle en parle aujourd'hui. Donc, elle veut avouer ses péchés. Non, mais il n'y a plus de traçabilité. Parce qu'elle va bientôt mourir. ADN. Donc, tous les enfants qui sont nés dans cet hôpital de cette date à cette date, ils reviennent. Ils reviennent,
ils peuvent... Non, mais sérieux. Il a fallu un cancer pour qu'elle se... Voilà, parce qu'elle va bientôt mourir, donc elle a décidé d'en parler. Elle est condamnée justement. Parce donc elle a décidé d'en parler. Je cite, je souhaite confesser mes péchés devant Dieu, devant toutes les personnes touchées, en particulier celles qui ont accouché à l'hôpital universitaire pendant mon service. Je n'ai rien à cacher. Au cours des 12 années où j'ai travaillé à la maternité de l'hôpital universitaire, j'ai échangé près de 5000 bébés. Voilà, donc c'était pour son plaisir. Elle dit, il n'y avait pas de motif particulier. Elle échangeait les bébés juste pour son propre plaisir. Non, c'est la nature qui lui paie déjà et puis voilà quoi. Mais il y a quand même une enquête qui a été lancée pour vérifier donc, les faits. Parce que plusieurs personnes pensent qu'elle le fait pour attirer l'attention sur elle. Donc, il y a quand même une enquête qui a été lancée pour vérifier si c'était vrai ce qu'elle a fait. Oui. Bon, on en saura plus tard encore. On va aller en Côte d'Ivoire. Cette fois, c'est une bagarre dans un centre de santé. Ça, c'est top. Alors, c'est en Côte d'Ivoire. Ouh là là. Dans le centre de santé, les deux hommes, ils se bagarrent. Et qu'est-ce qui a provoqué... Imaginez, qu'est-ce qui peut provoquer la bagarre? C'est dans une maternité. Qu'est-ce qui a provoqué la bagarre entre deux hommes? Maternité. Dans une maternité, il y a deux hommes qui se battent. Parce qu'ils se bagarrent, ils réclament chacun la paternité d'un nouveau-né. À la maternité, donc non, mais sérieux. Au moins des hommes conscients. Voilà. Ils n'ont qu'à déposer. C'est moi qu'ils ont dépensé pour l'enfant. C'est sûr, tout le monde a... Alors, tout le monde a payé pour la grossesse. Éléonore a une part de vérité dans cette histoire-là. Pourquoi? Alors, ça se passe donc en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, dans la région de Go, au centre-ouest. Et donc, la femme en question entretenait une relation avec les deux hommes. Voilà. Donc, les deux géraient donc la grossesse. Les deux hommes étaient au courant de la grossesse. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Et les deux, chacun à leur niveau, contribuaient donc à l'entretien de la grossesse, les frais d'hôpitaux et tout. Donc, tout y allait. Et quand elle va à la maternité, elle annonce aux deux. Elle a raison. Elle a raison. En fait, elle voulait voir à qui ressemble le bébé. Non, peut-être qu'elle ne savait pas. Non, peut-être qu'elle pensait avoir des jumeaux. Hein, comme ça. Mais vous êtes un cas, vous là. Ah, mais vous leur partagez ça. Mais ouais, c'est clair. Elle a fait du bien deux coups. Hein. Donc, elle fait annoncer son accouchement aux deux hommes, oui. Donc, naturellement, avec ils s'amènent avec la famille. Ils l'amènent avec la famille pour accueillir leur bébé. Et voilà, donc, les deux hommes qui se retrouvent et finalement, ils se battent, ils se disputent donc la paternité de cet enfant. Et finalement, rien n'a été décidé parce que ça s'est passé le samedi 8 août. C'est donc ce jour-là qu'ils se sont... Ils sont bagarrés. Mais le dimanche qui a suivi, enfin le lendemain, il y a eu donc une assise avec le chef donc, du village pour départager les deux hommes. Mais après entretien, il n'y a pas eu de solution. Il n'y a pas eu de solution. On va voir déjà à qui le bébé ressemble. La dame même ne sait pas. Faut pas se baser sur la ressemblance. La dame doit savoir. C'est là où l'enfant va ressembler à sa mère. Alors justement, la dame affirme qu'elle ne sait pas à qui, parce qu'elle entretenait des relations avec les deux hommes. Et pendant la grossesse, elle continuait donc les relations avec les deux hommes. Donc, elle ne sait pas à qui assassiner. L'ADN, c'est tout. Oui, c'est un test d'ADN. Et ce qui est marrant, c'est un enfant qui serait béni. Elle a déjà un enfant avec l'un des deux hommes. C'est ça le plus marrant. Elle a déjà un enfant avec l'un des deux hommes. Ah, donc le second n'a pas encore, il n'a qu'à prendre. C'est héritage. Non, le bébé serait béni, hein, parce que deux hommes l'ont arrosé. Il pleuvait toujours sur cet enfant. Mais ça, c'est bon. Non, mais sérieux. Non, mais il y a des choses qui arrivent quand même. Donc, on demande donc aux hommes de... l'affaire sera transmise à la chefferie burkinabé. Les deux hommes sont burkinabés. Donc ok, mais en Côte d'Ivoire, mais la femme est ivoirienne. Ah non, les deux hommes sont burkinabés. Elle adore les burkinabés. Donc c'est bon. Elle a raison. De toute façon, quel qu'en soit les cas, l'enfant est burkinabé. Donc elle a bien fait. Moi, je trouve qu'elle a bien fait. Oh, arrêtez. Allez, on va continuer les infos décalées demain. C'est super bien de finir quand même sur de la bonne humeur comme ça, Mina. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Allez, je vais vous lire
vous allez nous rappeler la sensibilisation des mesures qu'on doit observer. Vous allez nous rappeler ça pour finir. Mais avant, je m'en vais vous lire un message d'un téléspectateur. Il dit « Je vous remercie beaucoup, Monsieur David, car moi-même, je n'y croyais pas trop. Je portais mon masque juste pour éviter la police. Maintenant, j'en suis convaincu. Merci encore. » Vous voyez, si ce n'est que même cette seule personne que votre sensibilisation a convaincue, vous voyez que vous avez rendu un grand service à l'humanité. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci énormément. C'est moi qui vous remercie. On va rappeler rapidement ce qu'ils doivent faire pour se protéger aux gens. La sensibilisation, les gestes barrières, on va les rappeler pour finir. Ah, les gestes barrières, mais c'est simple, non? C'est simple comme bonjour. Primo, il y a ça. Le masque. Le masque. Qu'il faut mettre. Qu'il faut mettre. En public. Il faut bien mettre. C'est ça, oui. C'est surtout ça. C'est même mieux le masque. Hein. Ouais. Qu'on ait ça ou qu'on ait un autre, qu'on ait l'artisanal, il faut mettre le masque. Ouais, il faut mettre le masque. En public toujours. En public, oui. Quand vous voulez sortir, vous prenez votre masque. Vous portez votre masque en public. Il y a même des gens qui sont sur la moto. Tu vois, le conducteur n'a pas de masque. Ou bien l'autre qui est derrière, lui, il a le masque. Et quand arrivé au feu rouge, il sort ça dans la poche. Et puis il met. Il met et il a des problèmes avec la police. Il trompe qui? Vous voyez, donc il faut mettre le masque. Quand vous sortez, vous quittez la maison, il faut être en masque. Se laver régulièrement la main, respecter les mesures barrières, c'est ça. Hein? Et puis c'est bon. Éviter et réduire au maximum ses déplacements. Réduire au maximum ses déplacements. Utiliser le téléphone, c'est mieux. Que le taxi pour venir prendre des nouvelles. Oui, les nouvelles. Parce que maintenant, il y a Timoni, il y a tout. Donc tout ce que tu veux. Si tu veux l'argent même, on t'envoie ça. Donc c'est ça. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais ouais. Monsieur Koviak, je pense qu'on va vous retrouver quand même assez souvent. Pour rappeler la sensibilisation aux gens, aussi bien sur le terrain, dans cette action que l'on va poursuivre à descendre, aller vers les gens, que dans cette émission. Si d'autres guéris peuvent vous emboîter le pas, ils vont venir, ils viendront. Voilà, super. Ils viendront, ouais. Merci beaucoup. Merci bien. Et très belle journée à vous. Mais merci d'avoir été à l'émission de ce matin, les amis. On se retrouve demain matin à 8h. On se retrouve demain matin et merci encore à M. David. Merci de réveiller encore une fois de plus les consciences. Ok. Éléonore, très belle journée. Bye. Oui, belle journée à tous. Et les téléspectateurs, on va se dire à demain. Passez une très belle journée. Et le balade descend sur le terrain encore pour vous porter le message, des messages de ce genre, et vous apporter aussi du matériel de protection. On est appuyé par la Coordination nationale de gestion de la riposte avec le Fonds européen de développement. Merci de rester avec nous. À demain à 8h. Au revoir. Agbamela sito yo plena, yatami le benamia do piwo, esia elevie. L'orchestre Rabi Brothers en attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Coronavirus utana to bangba Europa America la vigilele Eka enya Africa toma mijaye Coronavirus utana to bubura Europa America la vigilele Eka enya Africa toma